Mesdames, Messieurs, c'est un honneur encore pour nous de vous savoir en communication avec vos stations TVC9 et Témis TV pour bénéficier de nos efforts à vous offrir les plus pertinentes nouvelles de votre région, votre Témiscamingue, là où on vit. Pour entamer ces actualités, comme des centaines d'ados, nous l'avons vu de près et avons été impressionnés encore et aussi, comme ce fut le cas au Témiscamingue, l'opération Impact poursuit son objectif de sensibiliser les adolescentes et adolescents du secondaire face à la conduite après avoir consommé de l'alcool. La Sûreté du Québec et ses collaborateurs des services d'urgence au Témiscamingue, notamment, ont mardi le 6 mai à l'école Marcel Raymond à Notre-Dame-du-Nord, dans une reconstitution d'un réalisme convaincant et émouvant pour plusieurs, fait vivre les conséquences, comme s'ils y étaient, d'une collision causée par un chauffeur aux capacités affaiblies. Un accident regrettable qui aurait, si ses amis l'auraient empêché de conduire en état d'ébriété, évité la mort d'un de leurs copains. Comme quoi, rien n'a été négligé pour démontrer que la ligne est mince entre l'abus, les comportements responsables et de graves conséquences. Une situation pas trop loin de la réalité de trop de jeunes usagers de la route aujourd'hui décédés ou ayant survécu avec les graves conséquences accompagnant leur chance. Si l'on est une, comme nous l'a raconté péniblement d'ailleurs, un traumatisé crânien témoignant des changements irrémédiables dans sa vie depuis qu'il a perdu le contrôle de sa moto qu'il a utilisée après avoir bu. Laissez-nous vous présenter les images vidéastes tournées pour vous dans ce diaporama qui résume l'activité dure mais efficace. Maintenant, pour les patients et le personnel, Québec annonce aller de l'avant pour faire avancer les projets d'infrastructure en santé. Les sommes nécessaires sont dégagées pour permettre de compléter la planification d'une trentaine de projets, et ce, à travers le Québec. L'investissement qui inclut l'agrandissement et le réaménagement de la salle d'urgence d'Amos en Abitibi-Témiscamingue, pour laquelle circulait depuis un certain temps une pétition importante que vous avez sans doute vous aussi signée. Environ 200 millions de dollars requis pour mettre en œuvre la solution seront financés à même le 19 milliards de dollars prévus cette année au plan québécois d'investissement. La fabrique de l'église Saint-Joseph est fort active à Notre-Dame-du-Nord. Bref, elle se tourne vers l'avenir en améliorant encore une fois ses installations. De quoi s'ouvrir à encore davantage de fidèles d'ici et d'ailleurs, et ce, dans la langue des nouveaux arrivants. Des équipements qui agrémenteront bien des rencontres musicales, culturelles, communautaires. Michel Trahan est le président de l'Assemblée de Fabrique. C'est un plaisir de lui parler. Ce système permet aussi la traduction simultanée. On a une communauté grandissante d'hispanophones, donc de gens d'Amérique latine qui nous arrivent. Et donc, pour les premiers qui arrivent et qui ne parlent peut-être pas encore tout à fait le français, on pourra offrir la traduction de la messe en simultané en espagnol. Et c'est pas le maire suppléant qui s'est occupé de ça, là. C'est son autre chapeau de Michel Vaillant. Oui, c'est mon chapeau de bénévole, en fait, en tant que président d'Assemblée de Fabrique, où je m'implique au niveau de la paroisse aussi, dans le cadre de l'administration de l'Église. Et on a ce beau projet-là cette année, dont on est très fiers et très heureux aussi que nous ayons pu obtenir ce financement.
Et dans le deuxième volet, parce qu'il n'y a pas que la messe, on ne fait pas juste des messes ici à l'église, il y a aussi à tous les premiers dimanches du mois un dîner communautaire à contribution volontaire. Et au sous-sol de l'église, on a des conférences, des conférenciers invités, des formations qui se font de façon régulière. Et le système pour malentendants et de traduction simultanée sera aussi disponible lors de ces formations et séances d'information qui sont données au sous-sol de l'église. Des améliorations donc apportées à l'église et aux locaux qui servent à la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table? Oh, il y en a toujours. Hein? Il y en a toujours, effectivement. On n'arrête pas. Encore là, jusqu'au 31 mai, il y a la période de mise en candidature pour le monument, l'inscription du nom au monument des bâtisseurs et bâtisseuses de Notre-Dame-du-Nord sur la place des commémorations. Donc, les gens ont jusqu'au 31 mai pour soumettre un dossier. Et les candidatures retenues, les personnes verront leur nom gravé sur le monument en granit qu'il y a sur la place des commémorations le 3 août prochain. Donc, où il y aura une grande cérémonie, encore une fois, pour cette année. Et ça se reproduira chaque année. Et on a aussi le chauffage à changer, un investissement de 50 000 $ qui a été rendu possible grâce au fonds d'investissement de Notre-Dame-du-Nord, un don de 40 000 $ qui nous a été donné en début d'année. Et donc, d'ici à l'été, le changement de la chaufferie et des chaudières pour chauffer de façon plus économique notre Église. On ressentira ça l'hiver prochain. Et d'ici là, venez entendre différemment la voix de Dieu, peut-être, ici à l'Église. Alors, je ne sais pas si le curé aimerait bien qu'on le compare à Dieu, mais oui, il propage sa parole. Mais on a aussi la chorale. Et le 7 juin, à 19h, on aura l'orchestre de la bande sonore qui vient faire un concert ici à Notre-Dame-du-Nord, dans notre église, et les billets sont en vente sur une plateforme en ligne, et donc les gens peuvent se procurer leurs billets au coût de 30 $ et de 15 $ pour les 16 ans et moins. Bon, belle façon d'essayer ce nouveau système de son. Merci, M. Vaillant. Merci beaucoup, encore une fois, et bonne fin de journée. Bilan de la récente campagne des biscuits sourires des restaurants Tim Hortons. C'est pas nous ici là, qui contribuent le plus, mais quand même, on peut se laisser impressionner. Parce que ça l'est impressionnant, l'activité qui a permis d'amasser cette année, imaginez-vous non, la somme record de 22 600 000 $, un montant qui est offert en appui à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires à travers le Canada et même aux États-Unis. De ce nombre, il y a 4 organisations qui sont supportées ici en Abitibi-Témiscamingue, à Lassar, le pavillon Tremblay de l'École du Royal-Roussillon, à Amos, la maison Mikana, et à Rouyn-Noranda, l'École Notre-Dame de protection. Il y a Val-d'Or aussi, la maison de la source Gabriel, qui reçoit de l'argent de vos biscuits engloutis. Tiens, les résultats individuels qui devraient bientôt être divulgués officiellement. Maintenant, il y a plus de 25 millions de $ qui sont octroyés pour améliorer l'adaptation de 12 municipalités face au changement climatique. Et il y a 258 697 $ qui sont offerts à Rouyn-Noranda en gestion durable du territoire et en stratégie de structure de verdissement. Vous vous en souvenez, ça avait stupéfait, oui, bien des élus dans la région comme ailleurs au Québec, Réno Région qui avait été annulé, c'était le 27 mars. Eh bien, on le relance. Québec a profité de la présence de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, jeudi dernier, chez nous au Témiscamingue, pour annoncer qu'une première enveloppe de 9 200 000 $ était rendue disponible dès maintenant. La FQM qui va continuer de travailler avec France-Hélène durant
Clemenceau, qui est ministre de l'Habitation, pour rétablir l'enveloppe totale de ce programme. C'est près de 20 millions de dollars. Ça devrait être fait d'ici la mise à jour économique de l'automne et pour l'accroître davantage lors du prochain budget. L'annonce qui permettra la réalisation de projets comme c'était le cas au bénéfice des personnes les plus vulnérables de nos communautés, les élus de notre région qui ont joint la mobilisation des villes quand le programme avait disparu des radars au récent budget. Le diable est dans les détails et il y a bien des gens d'ici qui sont capables de le trouver. Un nouvel outil voit le jour dans la région pour le reprenariat au Québec. Oui, le reprenariat, le Centre local de développement de Rouyn-Noranda qui devient le premier organisme de développement économique de la province à unir son expertise au Centre d'entrepreneuriat de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Ensemble, ils comptent faciliter le transfert d'entreprises en Abitibi-Témiscamingue, au Québec comme à l'étranger. Une bibliothèque virtuelle proposant des capsules de formation en entrepreneuriat et une nouvelle plateforme de maillage où repreneurs et cédants vont prendre contact seront à la disposition du CLD et de ses membres. Dans la province, il se reprend, imaginez, plus d'entreprises déjà établies qu'il ne s'en crée de nouvelles. Cependant, la crise démographique laisse sans relève plusieurs d'entre elles. Raison de plus de s'imposer en leader, nous explique la directrice générale du CLD et le directeur général du Centre d'entrepreneuriat de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Effectivement, on est très fiers d'être le premier organisme de développement économique du Québec à s'associer avec le Centre d'entrepreneuriat GUQAM. Ça consiste en fait à avoir une complémentarité dans notre offre de services. Ça consiste également à offrir deux outils principaux. Un outil de maillage qu'on appelle le Tender du reprenariat. Affectueusement, c'est pas son nom officiel, mais quand même, ça nous permet de conceptualiser l'outil. Également, une bibliothèque virtuelle où on a un paquet d'ateliers plus ou moins longs sur le développement de compétences entrepreneuriales et sur le développement de compétences entrepreneuriales et les étapes à franchir pour avoir un transfert réussi. Également, sur cette bibliothèque virtuelle-là, on va pouvoir positionner Rouyn-Noranda comme une place de choix pour développer des affaires et acquérir des entreprises. Ce genre de partenariat est très utile. En fait, au CLD, il n'y a pas une semaine qui passe où il n'y a pas un acquéreur potentiel qui nous contacte pour savoir si on a une base de données d'entreprises potentiellement à vendre. Et c'est une donnée qu'on ne possède pas parce que les entrepreneurs qui veulent vendre pour des raisons tout à fait légitimes ne vont pas divulguer ces informations-là. C'est souvent fait de bouche à oreille de manière très anonyme. Donc, de pouvoir compter sur cet outil-là de maillage basé sur l'intelligence d'affaires de manière anonyme va permettre de favoriser ce maillage-là et de maximiser les chances de succès d'un transfert réussi. Que ce soit un transfert d'entreprise à un apparenté ou un non-apparenté, ça représente des défis, des enjeux particuliers. Le partenariat va nous permettre de proposer une gamme de services complets avec des experts dans certains domaines, mais également de positionner notre offre de services aussi, qui va nous permettre de sensibiliser les entrepreneurs, les acquéreurs, les cédants à des solutions concrètes, notamment en matière de fiscalité pour céder une entreprise. C'est des investissements qui sont d'envergure, donc ça nécessite un plan sur plusieurs années pour savoir comment on va transférer ces actifs-là ou ces actions. En fait, on a développé deux nouvelles plateformes au centre depuis la dernière année. Et étant donné que les régions, c'est un écosystème important pour les grands centres, donc on voulait vraiment s'intégrer de différentes régions. Et c'est sûr que la région ici est très dynamique. Donc, on trouvait que c'était un endroit propice à lancer notre plateforme. Donc, on va avoir une plateforme de maillage qui va permettre de vraiment réunir les entrepreneurs dans différentes opportunités. Et une plateforme de formation, de micro-formation qui est vraiment, qu'on donne la parole à des experts terrain pour pouvoir aider nos entrepreneurs aussi, peu importe à quel endroit ils se situent. Au niveau agricole, on voit le reprenariat, on le connaît parce que, souvent c'est la famille qui reprend, ou les enfants, ou des proches de la famille. Cependant, le reprenariat, c'est pas évident pour tout le monde. C'est très complexe. Et en plus, quand c'est la famille, c'est encore plus complexe. Donc, c'est sûr que le volet familial, c'est pas un volet on a besoin plus de médiateurs que chercher un cédant pour un repreneur. Donc, nous, de notre côté, on va être tous dans les entreprises qui n'ont pas trouvé de repreneurs et qui recherchent des maillages. Donc,
On est moins spécialisé sur le volet médiation familiale, qui est beaucoup plus complexe, parce que c'est des humains, mais on veut plus arriver avec des outils qui vont permettre de rapprocher des groupes, souvent qui sont pas dans la même famille. Puis actuellement, c'est difficile, parce que, par exemple, en région, il y a peut-être un acquéreur qui demeure à Victoriaville, demeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui découvre pas les entreprises qui sont à Rouyn. Donc, cette plateforme-là va permettre vraiment d'éliminer les frontières, autant au point de vue provincial, que même à l'international, des Français qui voudraient s'établir ici pour partir des business, reprendre des business, ça va devenir possible. Dont un certain Américain qui veut tout acheter, c'est ainsi. Ben, en fait, on est plus sur la francophonie. Donc, nos mariages actuellement sont plus au point de vue de l'Europe, de la France. Et en 2026, ça va être le Maroc. Donc, on est vraiment sur l'aspect de la francophonie et de diversifier nos risques. Donc, le marché américain n'est pas dans nos priorités en ce moment. Charles, merci. Déjà, des associations avec des gens de chez nous sont commencées? Pas des gens de chez vous. Actuellement, c'est vraiment, étant donné que c'est un projet qui vient de voir le jour, on a le gouvernement fédéral qui suit de près le dossier. Donc, on est en train de voir avec le ministère des Petites Entreprises comment ils peuvent nous appuyer dans un projet comme ça national. Puis, au point de vue provincial, on est plus dans du secteur privé actuellement. Donc, les entreprises privées qui définissent qu'il y a un besoin, qui veulent investir dans ce projet-là. Donc, c'est plus on est plus encore en amont que dans l'application. Donc, on est vraiment dans les premières démarches opérationnelles en ce moment. C'est sûr que le gros lancement va être plus cet automne, mais déjà, on va pouvoir permettre de faire des maillages dans la région, étant donné que ça va être les premiers à utiliser. Ils sont des dizaines, des centaines à se préparer, que ce soit comme bénévoles ou participants pour l'édition 2025. Ben, il y a le film de l'édition de l'an dernier qui est sorti. On a eu l'occasion de voir des extraits et il y a bientôt des centaines de pays qui pourront se le partager et revivre ces grands moments. Près de 200 personnes qui se déplacent pour voir, est-ce que c'est un court-métrage, un long-métrage, en tout cas le film qui nous parle du raid Témiscamingue qui s'est tenu l'an dernier. Oui, en fait, pour répondre à la question, c'est pas un court-métrage. Ben, on pourrait dire que c'est un court-métrage, mais c'est un format d'émission pour le diffuser ensuite à la télévision sur les chaînes sportives comme RDS, entre autres. Donc, c'est un récapitulatif de l'édition 2024. On revit ou on vit pour la première fois toutes les aventures, les émotions, les péripéties que les athlètes, que les coureurs ont vécues pendant le raid international 2024. Et près de 200 personnes, vous avez dit 195, vous auriez pu dire 200, parce que 5 de plus, je suis persuadé qu'il y en a 5 de plus quelque part qui se disent « il faut que je vois ça ». C'est des gens qui, pour la plupart, ont été impliqués dans le raid de l'an dernier? Pour la plupart, oui, parce qu'on a des partenaires. Je pense entre autres à toutes les municipalités hautes qui ont accueilli une des épreuves du raid parce que ça se déroule sur 3 jours et ça se déroule sur une partie du territoire. Donc, il y a plusieurs municipalités. L'an dernier, on parle de Rimini, Guérin, Témiscamingue First Nation, Notre-Dame-du-Nord et Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, ces 5 municipalités-là, pour la plupart, étaient représentées ce soir. Ensuite, on a les partenaires entreprises, des partenaires de services, les écoles, les élèves qui ont fait le raid jeunesse. Donc, eux, en tout, ils étaient un peu plus de 110. Donc, ils n'étaient pas tous ici ce soir, mais on sait que des raideurs jeunesse, des équipes locales, l'organisation, donc oui, et peut-être aussi quelques curieux et aussi beaucoup de bénévoles. De quoi impressionner, parce que être dans le raid Témiscamingue, ça doit être impressionnant avec toutes les épreuves qu'on a traversées, mais de voir tout ça dans une vidéo pour la télévision, ce sera certainement impressionnant de voir comment ça s'est fait.
Bien, oui, on a la chance de travailler avec une équipe de professionnels qui sont habitués à capter des événements sportifs de cette envergure-là. Donc, ils ont capté l'émotion, ils ont capté l'aventure et surtout, l'objectif, c'est de capter la richesse du territoire, sa beauté, son potentiel pour justement les gens qui aiment s'adonner à ce type d'aventure, mais aussi pour des gens qui ont juste envie peut-être de faire une randonnée de plein air à un rythme plus normal. Donc, c'est ça le but du Raid Témiscamingue, c'est à la fois d'inviter les gens à venir essayer notre territoire sous forme d'une aventure plutôt extrême, mais aussi ensuite de montrer aux gens qu'on peut sortir et se promener et faire des belles randonnées parce qu'on a la chance d'avoir ce beau territoire. On a un beau territoire là où on vit, pour ne pas faire de jeu de mots publicitaires, mais là, en voyant ça, bon, est-ce que c'est la carte de visite pour attirer des gens pour les raids à venir ou c'est simplement de se rappeler les bons moments de participation de tous ces gens? C'est un peu des deux, effectivement, parce que quand on voit l'émission, ça donne, pour les plus téméraires, ça donne envie, effectivement, de s'inscrire pour une prochaine édition. Mais je pense que aussi pour les gens qui n'ont pas envie de vivre l'aventure, c'est de vivre l'émotion par procuration, de dire comme... Wow, tu sais, il y a des émissions de ce type-là qui sont produites à grande échelle. Tu sais, je pense à Survivor et compagnie. Tu sais, je ne veux pas comparer, mais c'est des types d'émissions qui sont produites à grande échelle. Et là, ben, on a la chance de le vivre ici même sur notre propre territoire. Est-ce que vous croyez, là, bon, plus de 160 pays qui devraient voir ça? Vous pensez que ça risque d'avoir un impact et d'attirer ces gens-là chez nous? Bien, oui, effectivement, c'est vraiment distribué dans plus de 160 pays. Il y a vraiment tout un déploiement, une équipe là, derrière qui s'occupe de la diffusion de l'émission par la suite. Et c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas mesurer l'impact réel de cette diffusion-là, mais assurément qu'on sait que d'une année à l'autre, par l'engouement, par le nombre d'abonnés sur nos réseaux sociaux, on le voit que de plus en plus, là, l'événement est connu et le territoire aussi par la bande parce que c'est quand même un événement qui est soutenu par la MRC de Témiscamingue, entre autres. Est-ce que ça fait combien de temps là, qu'on joue? Est-ce que c'est correct de dire que c'est la 4e année? Ou? Ce qu'on va voir, c'est la 3e édition. Et il y a la 4e édition qui est en préparation pour 2025. Et on souhaite une longue vie à cet événement-là qui prend de plus en plus d'espace. C'est sûr et certain que l'événement va se poursuivre. Est-ce que la forme va se déployer autrement? Est-ce qu'éventuellement, on va se concentrer davantage sur le raid jeunesse, qui est très porteur, qui permet d'initier une relève et de transmettre des valeurs de sport de plein air sans trace, hein, parce qu'il n'y a pas de bateau à moteur ou autre. Donc, assurément que la portion Raid Jeunesse, c'est celle qui va aller le plus loin dans tout ça. Mais il y a encore quelques éditions à venir aussi pour le côté international. Il y a encore de la place pour les moins jeunes? Il y aura de la place pour les moins jeunes, mais là, ça va faire partie de nos révélations pour la prochaine édition. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a bouclé la boucle de l'édition 2024. Et là, ben, la 4e édition est en préparation. Il y a le repérage qui a été fait pendant la même semaine là, qu'on a fait la présentation. Donc, il y aura une programmation, des annonces officielles, des partenaires et de peut-être nouveaux volets, effectivement, pour la course. Le film qu'ont vu les gens qui ont participé à l'édition 2024, ceux qui voulaient voir comment ça se passe un raid Témiscamingue, il sera présenté aussi au public en général? Oui, en fait, aujourd'hui, c'était présenté exclusivement à la population témiscamienne ou témiscabitibienne parce que n'importe qui veut se déplacer était le bienvenu. Ensuite, ce sera diffusé en primeur à RDS le samedi 7 juin à 18h et il y aura des reprises sur le canal d'RDS. Il y aura une diffusion aussi en ligne éventuellement. Puis ensuite, ben, ça part dans les 160 pays. Donc, il y a des gens réellement qui, parfois, étaient en vacances et sont tombés
sur un raid d'aventure québécois. Donc, ce n'est pas une rumeur. Excellent et bonne 4e édition. Merci beaucoup. On a justement complété ce qu'on souhaitait faire avec le raid Témiscamingue. L'émission est prête et on la présente pour la première fois en exclusivité. Comment on se sent d'être arrivé à avoir complété tout ça? Pendant l'hiver, il faut savoir que c'est un gros casse-tête parce que sur le parcours, on a 6 caméramans qui ont de multiples caméras avec des drones. Donc, vous pouvez imaginer pour faire une émission qui se tient avec une trame de 23 minutes 30, le nombre d'heures d'images qu'on a dû regarder. Puis les gens qu'on a dû cibler pour faire une histoire, pour raconter, montrer le Témiscamingue, puis raconter des émotions aussi, raconter le défi que les athlètes ont eu. Donc, l'hiver, c'est un gros travail. C'est un énorme travail. Puis quand on arrive ici, ce soir, on est toujours un peu fébrile parce qu'on se dit, c'est comme le travail rendu. Puis on espère que les gens qui sont acteurs dedans, que ce soit les athlètes, les bénévoles, les assistants, puis les partenaires, qui vont être heureux de la carte de visite qu'on a produite. Une carte de visite qui, on dit, puis on est heureux de le dire, va être vue auprès de gens de 160 pays. Tout ça dans le but de les attirer, parce on leur montre le Témis, mais on veut qu'ils viennent nous voir aussi. Dans le fond, l'idée d'une émission comme ça a plusieurs facettes. Pour les gens de la région, puis les gens au Québec, c'est de les motiver à venir découvrir la région ou sortir des sentiers battus, voir des coins qu'ils n'ont jamais vus. C'est de rendre les gens actifs, puis les rendre fiers, parce qu'on essaie de montrer les plus beaux coins possibles. Puis c'est certain que pour que les gens à l'extérieur de la région, que ce soit sur la distribution internationale ou en dehors de la frontière du Témis, ça se veut une émission d'attractivité. Parce qu'on montre les beaux coins, on montre ce qu'il y a à faire au niveau sport-aventure, sport-nature. Et c'est fantastique parce que la région est incroyable. Là, nous, on vient juste de revenir. J'ai eu le temps de prendre ma douche parce qu'à chaque jour qu'on est ici, on est en train de bâtir le parcours pour 2025. Puis à chaque fois, on trouve des trésors. Parce que le raid Témiscamingue ne se contente pas d'être là où on vit. On veut le faire évoluer cette année, puis on pense sans doute à plusieurs autres années à venir. Exactement. L'idée du raid international Témiscamingue, c'était vraiment de faire découvrir des trésors du territoire. Donc, à chaque année, le parcours est nouveau. Autant pour les athlètes. Les athlètes n'ont aucune idée de ce qui les attend. Puis autant pour nous, au niveau télévisuel, l'idée, c'est de montrer des aspects qui sont différents. Autant au niveau paysage, au niveau défi, puis aussi au niveau de la région culturelle, toucher à différents aspects. Je peux vous donner un petit secret. Aujourd'hui, il y a une épreuve qui a été testée. Ça va être un rappel cette année sur 2 silos dans une ferme de la région. Puis pour nous, ça fait 30 ans qu'on fait ce métier-là, puis on n'avait jamais fait ça. Donc, quand on est arrivé chez, je dirais pas la personne, mais chez le fermier, hier, on était en vélo, puis on est arrivé, puis on lui a dit, premièrement, il se demandait ce qu'on faisait là, puis on lui a raconté notre plan. Il était fier. Il dit, moi, j'ai 3 enfants, je suis fermier, puis on va être fiers de montrer chez nous, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis il dit oui, il dit j'accepte. Puis aujourd'hui, je sais que notre équipe de corde était là pour essayer de monter puis de faire un rappel du silo. Fait que ça va faire des bonnes images. Puis ça, c'est des points qu'on essaye d'inclure. Des fois, c'est des trucs un peu qui ont la couleur de la région. Des idées folles pour un paysage. Ouais, un paysage incroyable. Aujourd'hui, on était dans le coin du parc au Pémican, puis c'est sensationnel. Daniel, félicitations pour cette édition 2024 et un souhait de réussite et d'attirance pour les gens, pour ceux qui s'en viennent. Un grand merci, puis merci d'être avec le raid international Témiscamingue depuis le début. C'est vraiment apprécié. Faites partie de l'équipe. C'est ainsi que nous complétons ce bulletin cette semaine. Joignez comme près de 800 abonnés le font maintenant. Notre Facebook Témis TV, car de minute en minute et d'heure en heure, on y communique ensemble avec plaisir. Passez donc une bonne journée. À plus tard.